le sujet de la gouvernance est un sujet qui est sensible aujourd'hui, dirais-je, puisque nous allons peut-être avoir des débats forts sur la manière de diriger la société, de participer à cette gouvernance. Et j'ai choisi, comme vous en avez peut-être pris l'habitude dans cette émission, de commencer par vous présenter nos invités qui vont avoir la première parole. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous qui êtes en ligne avec nous, vous pourrez aussi participer, poser vos questions, apporter vos avis. Écoutez bien déjà, il va y avoir Jean-Bruno Chantrenne, qui est à côté de moi sur les vidéos. Je ne sais pas où il est sur votre écran, mais en tout cas, il est bien là. Et je le remercie d'être venu. Il m'a dit, moi, j'ai des choses à dire sur la gouvernance. Alors, je vous rappellerai que Jean-Bruno s'est consacré à quelque chose qui est essentiel, qui est fort, qui est la rhétorique. Un instrument de gouvernance par excellence, ou en tout cas, déjà un instrument pour pouvoir accéder à la gouvernance dans certaines situations. On va y revenir. À côté, j'ai aussi Jesús Rubio. Jesús Rubio, qui est un spécialiste, je dirais, de l'intervention dans les relations de gouvernance. Il travaille sur le dialogue social, et comment ne pas considérer que le dialogue social est un aspect fondateur de la nouvelle gouvernance, en tout cas de la gouvernance du XXIe siècle, dans les pays où nous sommes. Alors, il y a aussi Henri Sandros Milà, qui est je dirais un ancien maintenant du travail sur la gouvernance, puisqu'il intervient dans des entreprises publiques qui ont comme préoccupation l'amélioration de la gouvernance et d'autres aspects de la gouvernance. On va y revenir aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons avoir, après la présentation que je vais vous faire du sujet, nous allons avoir des discussions, chacun va pouvoir présenter sa thématique et nous aurons des échanges, des discussions en direct avec vous. Et si vous voulez, vous pourrez participer, il suffit de lever la main, vous connaissez la procédure. Donc la démarche, elle est de couper les micros, etc. Je ne vais pas revenir parce que vous êtes des habitués d'après les visages que je vois. Bon, il y en a certains que je ne vois pas qui ne mettent pas leurs images, mais ceux que je vois, il y en a certains, ça brouille, on dirait qu'il y a des parasites sur l'utilisation de la caméra, mais ça va s'arranger, hein, n'est-ce pas Lydie? Alors, donc notre coordonnateur, c'est Jérôme Messin-Guiral qui administre avec brio cette émission. Et vous voyez d'ailleurs qu'entre Jérôme et Jean-Bruno, ils sont presque dans la même salle, hein, donc de loin. C'est peut-être une illusion d'optique. Et puis vous voyez derrière moi quelque chose qui est important, parce que samedi, il y a une émission importante qui vous sera rappelée à la fin de cette émission dans l'actualité, puisque je vais animer une réunion entre les acteurs sociaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique. Vous verrez, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent et la gouvernance, là encore une fois, va être interpellée. Alors, j'ai réfléchi bien évidemment à cette thématique qui est celle de la gouvernance, tandis que bientôt, il va y avoir des élections. Alors, évidemment, c'est très tentant de rentrer dans le sujet en se disant « Attends, on va parler politique ». Eh bien, je vais vous proposer de parler plutôt de ce qu'est la gouvernance. Et de quoi il s'agit quand on parle de gouvernance. D'abord, d'où vient ce mot, hein? La gouvernance, c'est gouverner, c'est le gouvernail. Hein? Donc, c'est vrai qu'on a envie de se dire, c'est piloter un bateau. Hein? C'est celui qui gouverne. Alors, qu'est-ce qu'il fait, celui qui gouverne? Bien, celui qui gouverne, il donne la grande direction. Alors, il donne la direction, je dirais même de l'idéal,
pensons à Christophe Colomb, qui pense qu'il va aller en Inde et qui se retrouve sur un autre continent. Mais n'empêche qu'il s'est retrouvé, parce qu'il y avait quand même quelque chose dans sa tête, c'est qu'il savait que la Terre était ronde, enfin patatoïdale, hein, peu importe, mais qui risquait pas de se perdre complètement dans les mers, même si les marins eux-mêmes avaient peur. Lui, il était là, il avait confiance sur le fait que dans la ligne globale de la démarche, en tant que gouvernant, il allait atteindre un objectif qui n'était pas forcément celui qu'il s'était tracé, mais qui quand même allait être bien concret. Et c'est ça, on peut constater que gouverner, c'est orienter. On va pouvoir même dire que gouverner, c'est avoir fait un lien entre la philosophie, l'éthique, hein, la philosophie, c'est-à-dire le sens de la vie, l'éthique, c'est-à-dire la manière de vivre en société, et les applications, certaines applications des réponses idéologico-morales. On voit bien que dans ce moment-là, on peut comprendre que le discours politique est fabriqué de ces éléments d'éthique, de philosophie, de morale et d'idéologie. La gouvernance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'esprit dans lequel on va piloter un projet. Et il va y avoir d'autres aspects. Et c'est là où je dis, c'est toujours intéressant de réfléchir à la chose, parce que quand on pense gouvernance, on confond souvent avec management. Et j'ai recherché des bouquins. Quand ils parlent de gouvernance, ils parlent en réalité de management. Et je me suis dit, mais c'est quand même bien de pouvoir avoir la parole et de pouvoir interpeller tous ces auteurs et leur dire, mais attendez, requalifiez, repensez vos bouquins, donnez-leur le sens qui est de dire, voilà la gouvernance et voilà le management. Alors le management, c'est quoi? Le management, j'aime bien ce mot-là, il est sympa parce que ça veut dire, initialement, le mot vient de la même étymologie que ménage, faire du ménage. C'est quoi faire du ménage? C'est ranger, classer, ordonner, gérer, administrer. Ah, tiens. Donc, en fait, la gouvernance donne la grande ligne et influence la manière dont les choses vont se faire en management. Donc ici, j'ai des interlocuteurs qui vont parler à la fois de gouvernance et de management. Et je les invite bien évidemment à clarifier les choses, parce que c'est toujours utile de se dire dans quelle ligne je vais intervenir et entraîner la pensée de mes interlocuteurs. Donc, ça, c'est la première des choses que je peux constater. Je dis, il faut clarifier, distinguer et définir pour ne pas confondre le rôle de chacun. Savoir qu'un manager, quelqu'un qui manage, va devoir s'aligner ou être aligné par rapport à l'esprit de la gouvernance. Et vous allez voir que ce n'est pas sans conséquence en réalité. Alors, je voudrais vous dire que, avant d'approfondir mes sujets, tout à l'heure, une fois que Jésus, Rubio, Henri Sandros et donc Jean-Bruno Chantraine seront intervenus, nous aurons le plaisir d'accueillir un autre certifié du CAPEM, médiateur, qui s'appelle Bernard-Marie Chiquet, excusez-moi, Bernard-Marie Chiquet, qui est l'un des promoteurs de l'holacratie, qui est une approche de gouvernance. On avait une petite discussion tout à l'heure avec Jésus. Peut-être que les choses vont se clarifier. Qu'est-ce que l'holacratie? Pourquoi un médiateur, quelqu'un qui s'est impliqué fortement dans la médiation, s'est intéressé à une manière de gouverner, donc une manière de manager aussi, parce que c'est ce que ça veut dire, gouvernance égale des mises en place concrètes. Si la gouvernance est abstraite, là, le management est quelque chose de plus concret, puisque je disais, management égale
l'administration et la gestion. Alors, je dirais que déjà, dans les deux cas, pour ce qui est de la gouvernance et du management, il y a ce qui fait la gouvernance, il y a ce que fait la gouvernance et ceux qui font la gouvernance. Évidemment, à ce moment-là, il y a Jérôme qui m'interrompt et qui me dit… Exactement. J'allais te dire, mais ça ressemble à une application concrète du modèle des structures et interactions en communication qu'on voit par ailleurs en formation. Mais oui, d'autant plus que c'est toi qui l'anime, donc tu sais bien, tu as bien vu l'application concrète. C'est vrai que ce modèle-là permet justement de toujours penser en termes de structure. Et ce qui fait la gouvernance, ce que fait la gouvernance et ceux qui font la gouvernance, c'est vraiment des sujets importants. Parce qu'on voit aujourd'hui que ce soit dans la vie d'entreprise, dans les organisations, dans les administrations ou dans la vie politique, les affrontements, les discussions politiques, les discussions sur la pratique managériale interfèrent directement. Regardez, quand je suis dans une entreprise et que je vais rechercher quelque chose de particulier, qui est simple, qui est de dire, je vais faire des bénéfices, ou je vais vendre des produits pour permettre à mon entreprise de se développer. Donc, je vais faire en sorte de conquérir de la clientèle, et donc des marchés, et puis d'engranger du bénéfice pour satisfaire également les investisseurs, ou alors pour réinvestir, pour développer encore plus. Ce qui est un peu ma démarche, mais ce n'est pas la démarche de tous. Il y en a certains qui se disent, mais comment je vais faire pour engranger ? Mais c'est une entreprise privée. Est-ce qu'on gouverne de la même manière une entreprise privée qu'on peut gouverner une nation ? Alors, quand je pense à ça, je fais un lien simple. Si je pense, par exemple, que je vais pouvoir appliquer les mêmes méthodes de gouvernance et de management dans la gouvernance du pays que ce qui se fait dans le privé, alors je vais avoir envie de licencier un certain nombre de personnes. Or, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que dans une entreprise privée, je peux licencier un collaborateur. Mais dans la société, je ne peux pas licencier un citoyen. Donc déjà, l'un des pouvoirs avec qui je travaille, avec qui je collabore, n'est pas de même nature dans la gouvernance d'un pays, d'une nation, que dans la gouvernance d'une structure privée. De même, par rapport à une administration. Donc, je suis en train de vous permettre d'identifier qu'il y a 3 types de gouvernance et de management qu'il est important de dissocier. La gouvernance d'une nation, d'un pays, la gouvernance d'une administration et la gouvernance d'une structure privée. Nous n'avons pas les mêmes dominantes. Il est absurde d'envisager un pays comme une entreprise privée. Je le disais déjà, je ne vais pas pouvoir licencier un citoyen. Quoique, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Dernièrement, j'ai pu entendre que moi-même, n'ayant refusé de me faire vacciner, j'étais pas un citoyen méritant et respectable. Et donc, je pouvais très bien être considéré comme devant être mis en marge. Et par qui a été l'auteur de ce propos ? Celui qui assure la gouvernance du pays. Donc là, je peux dire, ça interpelle fortement, non pas sur la personne, je dirais que la personne est anecdotique, elle ne fait que passer. Mais ça donne une idée forte sur l'idéologie qui est portée et qui considère qu'une nation, ça peut être managé et gouverné comme on manage une start-up, une entreprise privée. Or, on voit bien qu'il y a un grand décalage.
Et on peut être interpellé sur cette manière de procéder. On peut être interpellé sur cette manière de considérer les enjeux de la gouvernance. Ce que ça montre, en fait, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu de réflexion de la part de ces personnes-là. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont été formés pour piloter des entreprises privées et ils ont réussi à accéder à des mandats publics, ce qui pose problème. On voit que, par exemple, des administrations sont appelées à devenir bénéficiaires, ou en tout cas à ne pas perdre d'argent. Or, si c'est une bonne manière d'envisager la gestion, ce n'est pas une bonne manière d'envisager la gouvernance, puisque la gouvernance ne peut pas être confondue avec la gestion et l'administration. Donc voilà comment je vous invite à poser le sujet de cette réflexion. Avant de donner la parole à Jésus, je pense que Jésus va pouvoir prendre la parole. Après, je donne la parole à Henri et ensuite à Jean-Bruno. Est-ce que ça vous va, mes chers invités? Donc, je vais donc donner la parole à Jésus pour qu'il aborde des sujets plus concrets, parce que j'ai posé une approche très théorique, mais qui donne une idée de ce qu'est la différence entre gouverner et manager. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais, de façon à avoir une bonne approche de la culture d'entreprise et de la culture des organisations, et même de la manière de vivre en société. Donc Jésus, qui est très impliqué aussi sur ces thématiques, va pouvoir apporter déjà probablement un commentaire sur mon propos et d'arriver sur le sien. Merci à tous d'être là et d'être attentifs à nos émissions. Merci Jean-Louis. Alors, pour enchaîner sans trop de transition, c'est vrai que tu comparais la nation, l'entreprise privée, le service public, et tu disais, ben voilà bien 3 types de gouvernance différentes. 3 types de gouvernance dans lesquels va se mettre en place inévitablement la gouvernance du timonier, mais c'est peut-être même pas le timonier, hein, parce que le capitaine du bateau, c'est pas celui qui est à la barre. Le capitaine du bateau, il est encore ailleurs. Il est dans une cabine d'où il gouverne tout, y compris le timonier. Mais gouvernance, ça vient bien effectivement de gouvernail. Par parenthèse, il est très, je pense qu'on peut s'entendre en tout cas entre nous, sur le fait que management, terme anglais qu'autrefois on appelait encadrement, cadre de direction dans une entreprise, cadre de management dans une entreprise, eh bien, c'est simplement une délégation de quelque chose de la gouvernance dans le sens de sa réalisation pratique, concrète, par exemple, dans l'entreprise. Alors, 3 types de gouvernance, mais ces 3 types de gouvernance, dans les 3 exemples que tu as cités, en fait, ils ont quelque chose qui leur est commun, dans les 3 cas. Et c'est quelque chose sur quoi moi je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu dans le laps de temps de cette intervention, et c'est en fait la notion de pouvoir. Ce qui caractérise la gouvernance, c'est que celui qui gouverne, c'est celui qui décide, c'est celui qui oriente, qui donne les ordres. Et donc, autour de la question du pouvoir est une question excessivement intéressante, surtout du point de vue de l'ingénierie de la qualité de la relation et du point de vue de l'entente interpersonnelle et sociale. Comment concilier ce phénomène apparemment naturel, le pouvoir, quand il est transposé dans la société et dans le cadre de l'entente interpersonnelle et sociale, par exemple dans l'entreprise, par exemple, alors qu'il est un point commun de la gouvernance de la nation, du service public et de l'entreprise privée. Alors comment s'exerce-t-il ce pouvoir? De quoi est-il constitué? Quels sont ses objectifs? Et peut-être surtout, ce pouvoir, sur qui ou sur quoi est-il centré? Alors je voudrais, pour illustrer ce propos, vous proposer 2 exemples. Je vais prendre un exemple qui va montrer, en quelques mots, de manière très schématique, le pouvoir du point de vue de quelqu'un qui considère que le pouvoir est entièrement centré sur le prince, le tyran, le despote éclairé. C'est Machiavel. Et puis, pour bien établir la comparaison, je vais prendre un autre exemple d'une autre personne qui considère qu'en fait, le pouvoir, s'il existe, doit être nécessairement et n'a de validité que s'il est centré sur l'autre. Et là, je parle de quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, il s'agit de Jean-Louis Lascaux et de la médiation professionnelle.
Pour Machiavel, c'est extrêmement clair et il le justifie sous tous les angles, Jean-Louis, que tu as évoqués là, de manière pratique, de manière théorique, de manière idéologique, de manière religieuse. Pour Machiavel, le pouvoir, la gouvernance, sert uniquement et en permanence à valider la position du tyran éclairé, du prince, de celui qui dirige, parce qu'il ne peut pas être conçu dans la société que le prince soit, d'une manière ou d'une autre, pris en défaut. Il a toujours raison et la société a besoin qu'il ait toujours raison parce que sinon elle serait déstabilisée. Par parenthèse, s'il développe cette théorie, c'est aussi parce que Machiavel, il a besoin du prince pour vivre parce que c'est le prince qui le paye. Hein, voilà. Donc accessoirement, en même temps, hein, Laurent II de Médicis lui demande de valider son propre pouvoir. Donc on a ici affaire à un pouvoir dont la totalité de la fonction, à une forme de gouvernance, dont la totalité de la fonction est centrée sur le personnage, l'individu qui exerce et qui détient la fonction de pouvoir. Voilà donc un type de pouvoir totalement centré. Alors, je parle de Machiavel et de Laurent II de Médicis, mais il n'y a pas forcément besoin de remonter si loin. Dans l'actualité très proche et très immédiate, nous avons sans aucune difficulté des manifestations de gouvernance et de pouvoir qui semblent très fortement centrées sur les dirigeants, sur les gouvernants qui détiennent ces fonctions de pouvoir, avec une identification de la cible et de la personne qui détient. Alors maintenant, je voudrais venir à l'autre conception, par opposition, qui est celle de Jean-Louis, bien entendu, mais de Jean-Louis non pas comme un gouvernant, non pas comme quelqu'un qui a un pouvoir, mais comme quelqu'un qui est l'initiateur d'une théorie où la relation, le principe même de la relation, y compris de la relation de gouvernance, y compris de la relation déléguée de management, va être centré non pas sur la personne qui détient une position, quelle qu'elle soit, mais au contraire sur l'autre. Et ça veut dire que nous allons arriver à une conception, je mets des guillemets, du pouvoir, qui est un pouvoir qu'on va pouvoir appeler de contributif, un pouvoir qui va être centré sur la satisfaction du besoin de la personne qui est gouvernée ou qui est managée. Et ça, c'est une conception qui inverse totalement le modèle, mais d'une manière tellement radicale que bien beaucoup de nos élèves, beaucoup de nos étudiantes et de nos étudiants sont extrêmement surpris, voire court-circuités pendant un temps dans les formations que nous avons. Voilà donc un mode de gouvernance qui va s'exercer avec un gouvernant qui va dire « Comment puis-je contribuer à une seule chose qui est la satisfaction de ton besoin. » La satisfaction de ton besoin, conçue évidemment, parce que ce n'est pas de l'altruisme, ce n'est pas du don, ce n'est pas de la charité, c'est la satisfaction de ton besoin à laquelle je vais contribuer parce que j'ai une position de dirigeant, de responsable, d'animateur. Mais la satisfaction de ton besoin, conçue comme la porte, la voie royale, le passage inéluctable pour obtenir la satisfaction de mon propre besoin, satisfaction qui dépend de la satisfaction du tien. Et voilà comment se trouve chevillée cette espèce d'aller-retour, cette espèce de contribution que nous appelons, nous, l'entente interpersonnelle et puis l'entente sociale. Juste par parenthèse, et puis peut-être pour conclure mon propos, parce qu'il y a encore d'autres confrères ô combien intéressants qui doivent intervenir, on retrouve aussi ça un petit peu dans le modèle de la caverne, dans l'allégorie. C'est-à-dire que dans l'allégorie, il y a les personnes qui sont enchaînées. C'est le centre de l'allégorie, avec la conscience qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, etc., etc. Mais il y a deux autres choses qui sont très intéressantes et sur lesquelles beaucoup de penseurs, de philosophes, de moralistes se sont penchés, c'est qui a enchaîné ces personnes. Et là, il y a un non-dit chez Platon. Dans l'allégorie qu'il fait dire à ses personnages, et notamment à Socrate, et qui ce non-dit, cette espèce de vide. Comment ces personnes ont-elles été enchaînées? Quel est le pouvoir qui les a enchaînées? Ça, c'est une première question. Et c'est une première image de la gouvernance et du pouvoir. Et puis, il y en a une deuxième. Imagine qu'on les libère, qu'on les arrache de leur chaîne. Qui est ce « on » ? Et là, nous l'avons beaucoup évoqué au cours de la formation, et nous l'évoquons encore aujourd'hui au cours de la formation à l'école avec nos étudiantes et nos étudiants. Ce « on », c'est le pédagogue. Pouvoir extrêmement fascinant.
le pouvoir du pédagogue, qui n'a rien d'autre comme pouvoir que le fait qu'il sait. Il sait quoi? Il sait ce qu'il sait. Il sait, y compris jusqu'à, il est conscient qu'il y a des choses qu'il ignore ne pas savoir. C'est-à-dire, on peut considérer que quand il arrive à ce point-là, le pédagogue, avec son pouvoir pédagogique, il est au sommet de ce qu'il sait, alors même qu'il vise ce dont il ignore qu'il ne le sait pas. D'accord? Donc voilà deux autres formes de déclinaison du pouvoir et donc de la gouvernance sur lesquelles il serait très intéressant de développer. Merci Jésus. Oui, évidemment, évidemment, on aura l'occasion de revenir sur un sujet de la gouvernance. Je vais juste, avant de passer la parole dans l'ordre que j'ai dit, je salue Bernard-Marie Chiquet qui vient d'arriver, il m'avait dit qu'il serait là à 13h. Il est là, et merci beaucoup. Donc, tu auras la parole, si tu veux bien, je vais essayer de l'ajuster à 13h15. Ça devrait être là. Donc, ça fait une petite répartition de prise de parole pour Jean-Bruno et Henri. Et il y a Valérie qui a une question à poser à Jésus, mais je pense que la question, elle est posée aussi d'en discuter, non? C'est ça, oui. Et elle voulait des exemples. Un petit peu concret voilà. Alors, si tu veux bien, Jésus, tu peux répondre sur discuter. Tout le monde y a accès. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole dans l'ordre que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous avez déjà oublié, moi aussi. Jean-Bruno. Non, mais si tu ne mets pas ton micro, merci Jean-Bruno. C'est un spécialiste de la rhétorique, donc c'est normal, il a perdu la voix. Alors, on va passer… Non, vas-y, mais tu devrais mettre le son, Jean-Bruno. Je me rappelais que la parole était donnée à Henri avant de m'être donnée, mais… voilà, mais comme je vois pas Henri sur l'écran, ça y est, je le vois maintenant. Mais il m'en veut pas, il va pas m'en vouloir, donc vas-y. Merci beaucoup de me redonner la parole et votre attention. C'est vrai que j'aimerais revenir, moi, sur cet axe central de ceux qui font la gouvernance. Et pour ça, faire un petit retour en arrière, il y a plus de 2500 ans, avec Socrate qui chemine, bien sûr, dans la cité avec son ami Glaucon, et qui parle de gouvernance et qui a cette magnifique question: avez-vous jamais eu assez de soucis de vous-même? Une question qui poserait à la population. C'est ça le creuset pour lui d'une affirmation et d'un moyen de réguler le pouvoir. C'est d'abord de se poser cette question de souci de soi-même, effectivement, pour arriver ensuite à une autre manière de développer sur ceux qui font la gouvernance. Je suis moi-même issu d'un milieu où la musique, les cordes de ma guitare ou les cordes vocales maintenant sont en harmonie. Et donc, quand il pose cette question, n'avez-vous eu jamais le souci de vous-même? Il ramène les personnes sur elles-mêmes. Et du coup, ça m'a permis de rechercher aussi une autre phrase qui vient de 2500 ans et d'autres manières de voir la gouvernance, notamment par Pythagore, avec sa magnifique théorie de la musique des sphères. Pythagore, effectivement, était un des promoteurs de la philosophie pour être gouvernant, d'être évidemment philosophe, mais aussi musicien. Mais pas musicien comme on l'entend maintenant, puisqu'à l'époque, un musicien était plutôt un mathématicien. Et effectivement, Pythagore, en tirant des cordes, en travaillant sur son fameux triangle et sur surtout la vibration, il a permis de décoder qu'en pinçant la corde en son milieu, il y avait des octaves, des sons qui interagissaient. Et puis, en pinçant la corde un peu plus loin, eh bien, c'était la tierce qui sortait. Et donc, comme ça, il a pu échafauder des valeurs, échafauder vraiment une théorie de l'harmonie ou de la dissonance. Et effectivement, lorsqu'il parle et qu'il dit, rejoint par Platon, rejoint par Socrate, qu'un dirigeant doit d'abord avoir le souci de lui-même et puis ensuite doit connaître la philosophie, mais aussi la musique au niveau de l'époque, c'est-à-dire dans la théorie mathématicienne des nombres, eh bien, il avance vraiment sur
une manière globale, effectivement, assez allocratique de pouvoir diriger la cité, puisque quand on fait une référence à la musique des sphères, on fait d'abord référence à une vibration, à de l'harmonie et à du chiffre, à du nombre, à des mathématiques alliées à la philosophie, alliées à l'éducation, bien sûr, aussi, sur laquelle il insiste en disant que c'est la seule voie possible, c'est que, effectivement, la gouvernance soit faite par des personnes qui s'occupent d'abord d'elles-mêmes et de la relation qu'ils ont ensuite avec les autres et de la manière dont ils voient cette relation. Donc, effectivement, l'haltérocentrage et effectivement les techniques de la qualité relationnelle au service des humains dans une idée de gouvernance est prépondérante et rejoint pour moi ce début de travail sur la gouvernance de nos anciens, des philosophes, de Platon, de Socrate et de Pythagore et des autres. Alors, tu viens et tu nous dis en fait qu'il y a quand même un instrument essentiel dans la gouvernance, c'est la relation à l'art de la prise de parole, mais aussi l'une des premières choses qui est fondatrice, c'est déjà de bien savoir se gouverner soi-même avant de prétendre vouloir gouverner les autres. Alors ça, c'est vrai que c'est une théorie, il y a plein de gens, mais il y a plein de personnes qui probablement ne se sont jamais posé cette question et sont devenus des gouvernants. Alors peut-être qu'en réalité, moins la personne sait se gouverner elle-même, plus elle devient dictatoriale. C'est peut-être ça l'inconvénient. Alors, merci Jean-Bruno. Henri, tu as un petit peu de temps, pas beaucoup, mais tu vas me dire, mais j'en ai pas besoin de plus. Non, je vais être rapide parce que l'idée aussi, c'est de laisser du temps à Bernard Marie parce qu'il y a une contribution originale qui va pouvoir nous faire dans quelques instants. Moi, si j'interviens là, c'est, je dirais, en tant que médiateur professionnel et président de la CPMN, parce que évidemment, la question de la gouvernance, elle fait écho au projet de la médiation professionnelle que tout à l'heure, les uns et les autres ont commencé à définir pour le public, qui est le projet de l'entente, et qui est donc un projet dont l'objet est celui de la libre décision et de la libre contribution des personnes aux décisions qui les concernent. Et j'ai trouvé intéressant, en me penchant un petit peu plus précisément sur les questions de la gouvernance, et je trouve que c'est très utile le rappel que tu faisais tout à l'heure sur cette structuration autour de ce qui fait, ce que fait et ceux qui font la gouvernance, parce que en fait, si vous vous penchez plus précisément sur le sujet, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, le terme est extrêmement polysémique, c'est-à-dire qu'il y a des choses très variées qui sont mises derrière la question de la gouvernance, mais néanmoins, il y a des sujets qui sont très en phase avec l'évolution que constitue l'émergence d'une nouvelle profession comme est celle de la profession de médiateur. Et les sujets qui sont en phase avec ça, je dirais que d'une part, il y a une réflexion autour de la relation d'autorité dans la question de la gouvernance, et on voit bien qu'il y a un glissement du terme de gouvernement, parce qu'on pourrait parler de gouvernement, le gouvernement des choses, à celui de la gouvernance, et qui est donc une autre façon d'envisager la réalisation d'un projet, la réalisation d'un objectif. Alors quand je dis une autre façon de l'envisager, en réalité, c'est une autre façon d'envisager la place des acteurs dans ce projet. Et donc cette place, elle est à la fois dans ce qui fait, c'est-à-dire la réflexion de ce qui va faire la gouvernance, et là, les personnes vont pouvoir définir un certain nombre de systèmes, un certain nombre de procédures, de processus, de méthodologies, et des choses qui vont pouvoir se croiser, y compris avec les questions du management. Mais il y a aussi, évidemment, ce que fait la gouvernance. Et là aussi, c'est quelque chose qui se définit et qui est le projet que les personnes vont pouvoir identifier. Et là, vous allez pouvoir du coup faire le lien avec ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est qu'évidemment, déjà dans ce qui fait et ce que fait la gouvernance, dès lors qu'il s'agit d'une nation, d'une administration ou d'une entreprise privée, nous voyons bien qu'il va y avoir un certain nombre de différences qui vont pouvoir tout à fait facilement être observées. Mais ce qu'on va trouver en commun, c'est qu'il y a une interrogation autour de la question de la relation à l'autorité, et qui va se traduire par, je dirais, une remise en cause, une exploration
autour de, je dirais, la remise en cause d'une conception très verticale de la prise de décision et du pilotage des projets à une conception beaucoup plus horizontale et une conception dans laquelle les points de vue divers et parfois porteurs d'intérêts, y compris divergents, vont pouvoir, dans des systèmes de gouvernance, trouver leur place évidemment en termes de possibilités d'expression, mais également en termes de possibilités de prise en compte et de contribution à la prise de décision. Donc, ce que je vois, moi, dans cette réflexion sur la gouvernance, qui est pas si récente que ça, hein, le terme est ancien, mais vraiment très ancien, tu le rappelais tout à l'heure, mais la réflexion sur la gouvernance, elle est un petit peu plus contemporaine, en tout cas, elle est particulièrement d'actualité depuis, je sais pas, une trentaine d'années. Je pense qu'elle amène encore plus d'eau au moulin des médiateurs professionnels parce qu'en réalité, la question de la gouvernance, elle pose évidemment la question du dialogue, la question de l'altérité. Elle pose évidemment la question de l'outillage des acteurs pour pouvoir mener les discussions, pour pouvoir contribuer. Tout à l'heure, Jésus évoquait la gouvernance contributive, et bien pour que ces contributions elles puissent se faire, qu'elles puissent exister, cela suppose évidemment à la fois d'outiller les personnes, mais ça va aussi supposer, hein, dans l'exercice de cette gouvernance, d'avoir des experts, hein, que sont les médiateurs professionnels, par exemple, et qui interviennent dans l'accompagnement de la mise en œuvre de cette gouvernance. En tout cas, en tant que médiateur professionnel, c'est l'expérience que j'en ai. Tu disais tout à l'heure que j'intervenais dans des entreprises ou dans des administrations publiques. Eh bien, c'est typiquement des sujets qui sont au cœur de ces interventions, à savoir qu'une fois que ces gouvernances sont définies, eh bien, il s'agit de les faire vivre. Et pour les faire vivre, il s'agit d'accompagner les personnes et d'accompagner des étapes parfois difficiles dans lesquelles ces personnes ont besoin d'articuler des points de vue, de mener des échanges, des discussions, de prendre des décisions et de pouvoir évidemment ultérieurement les évaluer. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des passerelles très intéressantes à faire entre la question de la gouvernance et celle qui nous occupe en tant que médiateur professionnel, hein, qui est celle de l'accompagnement de l'entente, en fait. Là, tu mets bien en évidence, Henri, qu'il y a quelque chose qui est à bien comprendre quand on parle de gouvernance et de management, c'est que la prise de décision est fondatrice. C'est-à-dire que comment aujourd'hui on peut considérer que on peut gouverner, on peut orienter, piloter. Ça a souvent été un questionnement, parce que quand j'évoquais tout à l'heure Christophe Colomb avec ses marins, l'orientation générale du bateau, bien sûr que c'était lui qui la donnait, mais on a bien entendu dire qu'à un moment donné, quand il y avait une inquiétude forte, eh bien, celui qui gouverne doit rendre des comptes. Et parfois, il doit aussi faire participer les gens aux décisions. Alors, le cœur de ce qui fait la médiation professionnelle, c'est vrai, c'est qu'on aide les gens à se gouverner eux-mêmes. Et c'est clair que ça, c'est une aventure. Mais je dirais que c'est non seulement une aventure. Et avant de donner la parole à Bernard Marie, qui est là, qui nous a rejoints, je vais bétonner un peu plus notre piste en disant que quand je réfléchis à savoir comment bien se gouverner soi-même, Jean-Bruno évoquait ça, tu réévoques ça, et c'est dans le contenu de la réflexion qu'a portée Jésus, c'est déjà bien se gouverner soi-même. Alors, comment fait-on pour bien se gouverner soi-même? Alors, je vais vous donner un exemple. Quand je ne vais pas bien, je vais chercher en moi des ressources qui me font fort. Et quand je vais chercher ces ressources qui me font fort, je vais mettre ce qui est fort en moi au service de ce qui est faible en moi. Voilà comment je vais orienter le pilotage de mes ressources. Ce qui est fort en moi au service de ce qui est faible en moi. Alors, comment je peux, à partir de là, faire une extrapolation? Je suis un corps.
la société est un corps social. Alors, c'est toujours trompeur, cette idée du corps social, parce qu'il y en a qui se prennent pour la tête et qui prennent les autres pour les pieds. Et je ne vous dis pas pour les autres parties du corps. Vous pouvez faire une extrapolation. Mais il y en a un qui nous a dit d'ailleurs récemment qu'il n'aspirait qu'à une chose, c'était emmerder une partie de la population. C'est dire comment il voyait sa posture à ce moment-là. Mais quand on pense à soi, pour pouvoir être positionné d'une manière ferme et pouvoir développer ses compétences et ses capacités, alors on va donc mettre ce qui est fort en soi au service de ce qui est faible en soi. Et en société, regardez comme c'est étonnant, qu'une société peut être pilotée en faisant en sorte que les faibles soient au service des forts. Il y a quand même un paradoxe. On voit bien que ce n'est pas une société qui peut être autre chose autrement que malade, autrement qu'en crise. Puisqu'on fait l'inverse de ce qui est logique. Le fort devrait être au service du faible. Le riche, celui qui est en capacité de pouvoir créer des richesses, devrait immédiatement se concevoir dans une posture au service de ceux qui sont en position de faiblesse. Or, on peut voir que c'est une vaste interpellation, c'est l'inverse qui se produit. Au Moyen-Âge, souvenez-vous, les chevaliers, j'avais appris ça, je ne sais pas si c'était vrai, que ça existait vraiment au Moyen-Âge, mais c'est dans ce mythe-là que j'avais vu l'histoire où on me racontait que les chevaliers étaient au service de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire le fort au service du faible dans la vie en société. Eh bien ça s'est complètement gommé. Aujourd'hui, on voit bien que le fort est au service du fort et il utilise toujours fortement le faible. Et donc ça crée dans la société de l'insécurité. Et remarquez que c'est la même chose dans la vie d'entreprise, dans la vie des administrations et donc dans la vie de manière générale politique. Alors, merci Bernard-Marie d'être venu un peu plus tôt que ce que tu nous avais dit, juste un peu plus tôt, mais ça, merci beaucoup. Donc, on a fait le choix de parler de gouvernance avec toi. Et comme tu as, je le disais tout à l'heure en amont, comme tu as été l'un des récipiendaires du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, méritant, et je me souviens que tu avais, oui, méritant, parce que je me souviens que tu avais commencé ta formation à Paris et que tu étais tellement gourmand que tu as même suivi mon déplacement en Martinique et on t'a fini ta formation en Martinique. C'est quand même quelque chose. Et puis, il y a plusieurs personnes de ton entreprise qui sont venues suivre également la formation. Donc, on a une parenté d'idées. Même si on ne promeut pas forcément l'holacratie à l'EPMN ou à la CPMN, ben en tout cas, on te dit merci, bienvenue et raconte c'est quoi l'holacratie dans l'état d'esprit de la gouvernance. C'est vraiment le moment. Merci beaucoup de m'avoir invité, Jean-Louis. Merci à vous tous de bien vouloir prendre ces quelques minutes pour m'entendre sur le sujet de l'holacratie. Je voudrais d'abord rectifier un peu. Effectivement, c'est vrai que j'étais passionné par ce cours, ce programme de médiation à l'époque qui m'a emmené en Martinique, mais je suis aussi également passionné par la Martinique. Donc, les deux étaient parfaitement complémentaires. Donc, pour vous parler de l'holacratie, déjà, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de ce que c'est que l'holacratie. Je vais essayer de m'en sortir. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas encore… Toute la jeunesse. Je suis pas encore toute la jeunesse, d'accord. Je suis pas suffisamment maître de ce sujet pour en parler de manière simple. Je vous prie de m'en excuser. La jeunesse, ça vient. Alors, c'est ridicule ce que je dis, mais bon, c'est une façon de dire. Ça vient des États-Unis, en fait. Bon, ça vient d'ailleurs, comme tout ce qui vient. Personne ne crée rien et ça vient parce que ça doit venir. En l'occurrence, ça a atterri aux États-Unis et puis dans une entreprise qui s'appelle Ternary Software, qui est dans le domaine de l'IT. Bon, il y a très longtemps, je vous parle de ça. Il y a tout début des années 2000. Et puis, 3 Américains qui dirigent cette entreprise, pragmatique, bon ça c'est assez banal aux États-Unis, mais 3 Américains très cultivés et très curieux, ça c'est moins banal, et du coup qui ont
qui ont voulu inventer un mode de fonctionnement différent. C'était jeunes, ils viennent du monde, ils sont sortis du monde, enfin ils venaient du monde agile, donc ils avaient quand même pas mal d'agilité et de processus agiles dans la tête. Et donc, ils se sont dit, on ne va pas fonctionner comme on voit que ça fonctionne ailleurs. Ils ont évidemment plein de références, etc. Bref, à chaque fois qu'ils ont trouvé quelque chose à l'extérieur de l'entreprise qui avait l'air d'être intéressant, ils l'ont essayé parce qu'ils sont pragmatiques. Et puis, quand ça marchait, ils l'ont gardé parce que toujours, ils sont pragmatiques. Et quand ça ne marchait pas, ils l'ont jeté, sans vergogne. Et ils ont fait ça pendant 7 années. Et au bout de 7 ans, il s'est passé, ils ont eu des awards. Alors, un award aux États-Unis, c'est assez banal, mais là, ils en ont eu 3 d'un coup, genre en 2 mois, 3 awards. Et donc, ça leur a mis la puce à l'oreille. Ils se sont dit, est-ce que c'est possible qu'on ait inventé quelque chose qui ait de la valeur? Et alors, ils sont très orientés valeur. Ça aussi, et du coup, ils se sont dit, finalement, au fond, on s'en fout de l'informatique. Ce qui nous importe, c'est de mettre au monde ce qui pourrait avoir de la valeur et qu'on aurait créé. Mais plutôt que de le faire comme la plupart des entreprises dites libérées, si vous me passez l'expression, que vous allez retrouver dans les bouquins de Isaac Gates ou dans les bouquins de Frédéric Laloux et les autres que je n'ai pas cités, eh bien, ils se sont dit, nous, on va faire quelque chose de génial. On va faire, parce qu'ils sont très arrogants, j'ai oublié de le souligner, on va distiller l'essence de nos pratiques opérationnelles. Sinon, quand tu fais de l'informatique, tu ne fais pas des fourchettes de boîte de vitesse comme Fabi. On va distiller l'essence de nos pratiques opérationnelles à un niveau d'abstraction nécessaire et suffisant pour en faire justement cette essence sous forme d'une constitution ainsi est née. C'est ça leur idée géniale de mon point de vue. Évidemment, on ne prenait pas pour argent comptant tout ce que je peux raconter. Ils ont créé la notion de constitution. Ils ont créé une constitution pour les entreprises. Alors, on connaît tous les constitutions, notamment en France. Bon, il y a pas mal de choses à redire et ce n'est pas le sujet là maintenant. Mais là, ils ont créé une constitution pour les entreprises, ce qui est quand même dingue quand on y réfléchit. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas fait plus tôt? Parce que la constitution, on peut critiquer certaines formes de constitution, mais le principe même de constitution, le principe même de pouvoir constituant, le droit des droits, le pouvoir constituant qui va définir le management, par exemple, qui va définir le self-management et bien d'autres choses, est né. En tout cas, il y a peut-être d'autres opérations, mais est né aux États-Unis donc en 2007 avec ce premier résultat de ce processus de distillation. 2007, première constitution, la constitution holacratie. C'est un mot qui était inventé, mal inventé, parce que c'est la concaténation de holarchie et cratie. Et en 2007, est née la version 1.0. Et puis après, il y a des affreux comme moi qui se sont emparés de ça parce que ça correspondait à ma quête de vie du moment. Et puis, avec eux, on a commencé à se dire, bon, on va l'expérimenter. Donc, on est vraiment dans une démarche empirique où on a expérimenté cette constitution dans les entreprises, dans des vraies entreprises au sens large. Quand j'utilise le mot entreprise, ça peut très bien être des associations, peu importe la forme juridique. Et puis, au fur et à mesure, on se rendait compte qu'il y avait des limites dans cette constitution. Les plus grosses limites, d'ailleurs, elles étaient d'ordre mental, parce que dans le processus de distillation, il y avait beaucoup de choses qui venaient du mental. Est-ce que notre course effrénée à l'évolution de cette constitution, on en est maintenant à la version 5.0, ça a été au début de supprimer tout ce qui était un caractère mental, c'est-à-dire qui ne venait pas de la réalité. L'idée, c'est que ce processus, cette constitution évolue en fonction des enseignements tirés par l'observation de la réalité. Et donc, quand on a rencontré des limites, on en a rencontré plein, moi j'ai accompagné 150 entreprises à date, et bien à chaque fois que je rencontrais des limites, et Brian Robertson a fait la même chose, de son côté, eh bien, on en discutait à un niveau open source au niveau mondial, c'est de l'intelligence collective au niveau mondial, sur GitHub, pour si vous êtes intéressé, vous allez sur GitHub, vous allez voir où ça se passe, et puis à chaque fois, on fait des propositions pour améliorer compte tenu de ce que nous avons pu observer dans la réalité. Et quand ça avait un caractère répétitif, quand il n'y avait plus ou moins de soupçons de projection mentale, à ce moment-là, on envisageait de l'intégrer dans la version suivante de l'holacratie. Ainsi, au fur et à mesure, on arrive à maintenant une version qui est assez mature, je trouve, qui est la version 5.0, qui a été publiée en août dernier. Voilà pour la genèse de cette constitution. Mais qu'est-ce que c'est que cette constitution? Parce que ce n'est même pas une constitution, en fait, c'est une méta-constitution. C'est au sens où c'est une méta-constitution dans le sens où elle ne définit pas ce qui est singulier à chacune des entreprises. Qu'est-ce qui est singulier à chacune des entreprises? Par exemple, évidemment, le core business de l'entreprise. Le core business, l'activité principale de l'entreprise, elle varie d'une entreprise à une autre. Donc ça, évidemment, ça ne figure pas dans la Constitution. De même que les fonctions RH. Les fonctions RH varient d'une entreprise à une autre, ou les besoins sociaux varient d'une entreprise. La façon dont sont traités
nourrit, satisfait les besoins sociaux varie d'une entreprise à une autre, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. De même que la notion de hiérarchie qui existe toujours tant qu'on a des contrats de travail. Ça existe encore. Dans le contrat de travail, il y a ce lien de subordination qui est la hiérarchie. Bon, pareil. Donc, ça ne fait pas partie de la Constitution parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de hiérarchie au sens où il n'y a pas de contrat de travail. Donc, c'est une méta-constitution. C'est un référentiel managérial qui s'inscrit dans une mouvance qu'on pourrait appeler, on va dire, de responsabilisation. Donc, quand on parle d'holacratie, c'est un peu dans la même mouvance que tout ce qui tourne sur le processus de responsabilisation, nouvelle forme de management, self-management, d'empuissancement. C'est un peu tout ça dans ce monde-là que s'inscrit cet outil, parce que c'est un outil. Et une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la responsabilisation, le processus de responsabilisation est de façon complètement empirique, par l'observation en fait, c'est que paradoxalement, enfin pour moi c'était un paradoxe parce que je suis même tombé de l'armoire, qu'en fait si on veut aller vers self-management, on a besoin davantage de management. Évidemment, c'est une autre forme de management, c'est une autre forme de pouvoir, mais en fait paradoxalement, enfin moi ça m'a complètement décoiffé à l'époque, mais je ne le voyais pas comme ça. Si on veut aller vers du self-management et de la responsabilisation, ça nécessite davantage de management et non pas moins. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même nature de management. Et donc, comme il y a besoin de davantage de management et que c'est un management plus sophistiqué, il y a donc besoin, nécessité de définir ce management. Et une des fonctions de ce pouvoir constituant, de cette constitution, ou cette méta-constitution, c'est de définir le management. Alors, est-ce que tu peux, merci Bernard-Marie, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de cette définition du management? Avec plaisir. Je pourrais commencer par… on peut commencer par là. La redéfinition du pouvoir. En fait, le pouvoir, je suis fasciné de voir que dans la plupart des entreprises, le pouvoir est très peu, pas défini en fait. Dès que je parle, le pouvoir n'est pas défini réellement, au sens que la plupart des gens que je rencontre ont la notion de pouvoir, c'est un pouvoir sûr. Si on prend un exemple, je suis patron de la recherche et développement, ce qui est communément admis, même si ce n'est pas explicite, c'est que je suis le patron, donc j'ai le pouvoir sur la fonction recherche et développement, c'est mon terrain de jeu. Et puis, j'ai aussi le pouvoir sur mon équipe. D'ailleurs, je parle de mon équipe. Je ne parle pas de l'équipe R&D, je parle de mon équipe. Donc, on est beaucoup, même si ce n'est pas explicite ce que je viens de dire, hein, mais on est vraiment inconsciemment dans la notion de pouvoir sur un territoire, pouvoir sur un terrain de jeu, pouvoir sur une équipe. Et on parle effectivement des silos. Enfin, pour tous ceux qui, comme moi, ont navigué dans les grandes entreprises, la notion de silo est assez connue. Et donc, on est dans un pouvoir, une illusion de pouvoir d'ailleurs, parce que c'est un pouvoir sur les hommes. Et personnellement, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je ne crois pas au pouvoir sur les hommes. Et puis en plus, on est dans un pouvoir qui est limité. Ce qu'apporte la Constitution tout de suite, là, je pense le plus frappant, il y a plein d'autres choses intéressantes, mais c'est de redéfinir le pouvoir par un mécanisme. On passe d'un pouvoir sûr, comme je viens de le dire, à rendre explicite des autorités pour créer, des autorités pour créer de la valeur, des autorités au service de rôles. La notion de pouvoir n'est plus attachée aux hommes, elle est attachée à des rôles à travers le système d'autorité. Donc, l'unité de base en holacratie pour définir à la fois le travail qui est à faire et les autorités qui sont associées au travail qui est à faire se fait par le mécanisme du rôle. Un rôle, c'est une petite entreprise. Voyez une entreprise comme un écosystème, d'ailleurs c'en est un, dans lequel il y aurait plein de mini-entreprises. Par exemple, moi j'ai un rôle, j'ai deux rôles, j'en ai plus que ça, mais prenons deux rôles. J'ai le rôle conception de formation, j'adore, et puis j'ai le rôle de formateur que j'adore aussi. Ces deux rôles. En holacratie, en fait, la paire de lunettes à chausser, c'est de dire ces deux rôles-là, c'est deux mini-entreprises. Je suis doublement patron. Je suis patron de cette petite entreprise conception-formation et je suis patron de cette petite entreprise formation. Avec aucun domaine, aucune exclusivité. J'ai aucun pouvoir sûr. Ce rôle est défini par sa raison d'être, sa finalité, son potentiel créateur de valeur le plus profond, son sens, sa finalité. Et du coup, et puis par ses offres de services. Puisque je suis une mini-entreprise, j'ai évidemment des propositions de valeur. Comme toute entreprise, vous connaissez sûrement
le business model Canva, qui est un outil remarquable qu'on applique d'ailleurs directement dans l'Holacracy, appliqué à une petite entreprise qui est la conception de formation, eh bien, je crée de la valeur. Je design des formations qui ont telle et telle caractéristique. Et puis j'ai une raison d'être. Et ma raison d'être dans ce rôle, enfin, ce n'est pas la mienne, c'est la raison d'être du rôle. En l'occurrence, c'est quelque chose, je ne me rappelle plus exactement le verbatim, mais c'est quelque chose qui a trait à permettre par une pédagogie exceptionnelle. Là, on est dans la finalité, on est dans la symptote, donc on y va, on met l'ambition. On n'hésite pas dans l'ambition, on va même dans l'idéal, dans le rêve, par une pédagogie remarquable. En plus, c'est facile, c'est moi qui m'en occupe, forcément, c'est remarquable. Une pédagogie remarquable, on va faire le shift dans des changements de paradigme, de modèles mentaux en très peu de temps, même si ça reste suffisamment long. Donc, en fait, le rôle, il est défini par sa finalité et par des offres de services qu'on appelle dans le jargon redevabilité, mais on s'en fiche, des offres de services ou des propositions de valeur, création de valeur. À qui? À des clients, évidemment. Dans cet écosystème, on est tous clients et fournisseurs les uns des autres. Alors, il y a deux éléments, si tu permets, il y a deux choses que tu mets bien en évidence. C'est qu'il y a un gros travail qui est fait en amont sur le plan de ce qui devient une constitution. Tu as parlé d'une méta-constitution, c'est-à-dire c'est le guide général de la pensée gouvernante en fait de l'entreprise. Et après, il y a la mise en application avec des rôles. Si je le reprends avec ma propre approche structurée, c'est-à-dire j'ai d'un côté une approche globale qui est celle de la Constitution, l'état d'esprit dans lequel les choses vont se faire, et après la mise en pratique plus spécifique, concrète, au travers des rôles. Est-ce que tu peux, ai-je bien d'abord résumé ça? Si Oui, c'est un peu brutal, mais… Non, c'est bien. Effectivement, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la Constitution, qui est là où sont définies la structure de rôle, ça définit ce que c'est qu'un rôle, ce que j'étais en train d'expliquer. Et puis après, bien sûr, dans chacune de nos entreprises, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon l'encodage, c'est-à-dire rendre compte de la réalité d'entreprise sous forme de rôle et de cercle, etc. Tout à fait, il y a les deux niveaux. Alors, est-ce que tu as des exemples? Imaginons, par exemple, que tu rentres dans une entreprise où il n'y a pas du tout d'approche, cette approche-là, mais qu'il y a une volonté, parce que pour arriver dans une entreprise et introduire cette approche de l'holacratie, il faut qu'il y ait une volonté de la direction générale pour impulser cette démarche. Et puis après, une motivation des personnes. Ça doit créer un sacré trouble quand même, parce que les gens sont habitués à être dirigés, à être commandés. Est-ce que c'est facile d'introduire cette approche de transformation? Donc oui, ça vient comme tu as posé plusieurs questions, oui, ça vient toujours de la direction générale, parce que là, on est en train de parler du changement de l'exercice du pouvoir. Et le pouvoir, vous le savez, qu'on le veuille ou non, il est défini dans les statuts, et dans les statuts, c'est les mandataires sociaux qui ont le pouvoir, personne d'autre. Donc, il part de là. Bien, ça n'empêche pas certains de faire des initiatives dans des départements, des machins, des trucs. Mais là, on est plus dans l'anecdotique, on n'est pas vraiment sur l'essence de ce que c'est qu'holacratie. Donc oui, la direction générale. Avant de répondre à la deuxième question que tu as posée, je finis ce que je voulais dire juste avant pour faire le lien avec l'autorité au service d'eux, parce que ça c'est vraiment central. Donc, on vous a parlé du pouvoir sûr, et donc le rôle, maintenant, je vais m'appuyer sur ce que je vous ai dit. Le fait, quand tu as affecté un rôle, n'importe lequel d'entre nous, on a affecté un rôle, bien, tu regardes dans ce rôle la raison d'être du rôle. Tu regardes là où les redevabilités, les propositions de valeur de ton rôle, et c'est des délégations. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Ce sont des délégations explicites d'autorité, comme des missions, pour prendre n'importe quelle action, n'importe quel projet que tu juges utile en ton âme et conscience. La notion de souveraineté est très, très inclue dans la Constitution. Il y a un des liens forts avec ce que j'ai retenu de ta formation, Jean-Louis. Et donc, à partir de là, tu autorises, c'était des mécanismes de permission explicite, sans périmètre, sans chasse gardée, pour faire tout ce qu'il y a à faire, pour créer de la valeur au titre, en t'appuyant sur la raison d'être et les autorités. Et ça, c'est un shift énorme en termes on passe d'un pouvoir sûr, encore une fois, à une autorité au service d'eux. Pour répondre à ta deuxième question, Jean-Louis, du coup, effectivement, ça part toujours d'un dirigeant qui a toujours, en tout cas, on en insiste, parce que c'est des grosses transformations, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et donc, on vérifie tout de suite au début avec le dirigeant qu'il a une vraie raison d'y aller, la vraie raison d'être du changement. Et ça ne peut pas être, souvent, il commence en disant nous, on veut, comme tout le monde, on veut une entreprise qui soit
agile, adaptable. On veut que tout le monde soit responsabilisé. Enfin, tout ce qu'on lit dans la presse et qui finalement est tellement mental que ça excite personne. Ça allume personne, évidemment. Donc, on creuse ça. Mais pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Et puis, au bout des 5 pourquoi traditionnels, on arrive assez rapidement à une raison d'être tripale. Et on a besoin de cette raison d'être tripale, exprimée pas par n'importe qui, par la direction générale ou plus précisément par la source, qui est souvent le dirigeant. La source au sens des travaux de Peter Koenig. Et donc, une fois qu'on a ça c'est vraiment le point de départ, une fois qu'on a révélé cette énergie qui existait mais qui n'était pas exprimée, du coup, évidemment, on fait parler la source, on fait parler le patron. On lui dit, raconte à tout le monde, par petits ateliers, enfin peu importe la façon, raconte-nous pourquoi on change, histoire d'embarquer tout le monde. Ça, c'est vraiment essentiel. S'il n'y a pas cette énergie-là, ça ne sera même pas la peine de partir. Et surtout, il n'y a aucune chance que ça dure dans la durée, même s'il y a plein d'autres choses à faire. Donc, en amont d'une intervention de ta structure, en amont de tes interventions, il y a une préparation, je veux dire, en amont de l'intervention concrète, il y a une préparation à l'état d'esprit. Oui, donc, en fait, on intervient déjà dans ce que moi j'appelle un parcours dirigeant dans notre jargon. On accompagne, c'est du coaching de dirigeants. Mais pourquoi tu veux changer? Parce que nous, on ne fait pas de prospection, donc les gens, on publie, etc. Donc les gens qui sont attirés viennent nous voir. Et avant, nous, on challenge tout de suite sur les dessus parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps. Et s'il n'y a pas de vraie raison, ça ne marchera jamais. Il y a plein d'endroits où il y a des gens qui veulent parce que c'est à la mode, tu vois, holacratie, entreprise libérée, patacoufin. Et puis, donc ça, on n'en veut pas, évidemment, ça ne marchera pas. Donc, en fait, là, pour l'instant, est-ce que je vais te poser deux questions, comme ça va, parce qu'on a le temps qui nous presse, tu vois, déjà, tu vois, le temps est vite passé. Donc, merci aussi quand même beaucoup. Deux questions. Est-ce que c'est possible d'intervenir pour toi dans le cadre d'une administration? Oui. Est-ce que ça se fait d'avoir une transformation forte dans le cadre d'une administration, sachant quand même qu'il y a une gouvernance politique au-dessus de l'administration? Oui, je sais bien. C'est pas facile, justement pour la dernière raison que tu as évoquée. Notre expérience, on l'a fait un certain nombre de fois jusqu'au bout, pas beaucoup, 2-3 fois jusqu'au bout. Quand je dis 2-3 fois jusqu'au bout, c'est sur des collectivités territoriales, par exemple. Et on a fait pas mal de tentatives dans des mairies ou dans des communautés de communes. Et là, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est chaud pour plein de raisons, mais effectivement parce qu'il y a cette couche politique. Autant d'élus, plus les partis, plus etc. On l'a fait aussi dans un parc régional. C'est l'horreur parce que la notion d'un parc naturel régional, c'est phagocyté. On m'a fait intervenir, par exemple, pour définir la raison d'être d'un parc national. Ils ne savent même pas quelle est la raison d'être du parc national, tellement tout est pris dans des conflits politiques. Il y a les différents partis politiques, il y a les élus, puis il y a les départements et les régions, puis c'est celui qui apporte le plus d'argent, évidemment, qui veut avoir plus de pouvoir. Donc, on est très, très loin de la notion de raison d'être, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'holacratie est un mode de gouvernance centré sur la raison d'être. Raison d'être définie de façon suivante, c'est la raison d'être d'une entreprise est définie en holacratie, après chacun sa définition, comme étant le potentiel créateur de valeur, avec un S, plusieurs S, le plus profond que cette entreprise peut manifester au monde, est appelée à manifester au monde, compte tenu du principe de réalité, à la fois toutes les ressources dont elle dispose et toutes les contraintes dans lesquelles elle baigne. Et du coup, c'est chaud pour ça. Il y a une mairie, je vais citer juste une anecdote, à La Réunion, qui a fait appel à nous, une mairie moyenne, 1400 agents. Et c'était bien parti parce que voilà, Madame le maire avait vraiment envie. Et puis, donc, on a travaillé avec les chefs de service, les chefs de service s'appellent comme ça, et puis la DGS et les chefs de service d'une part, et on a travaillé aussi avec les élus d'autre part. Et puis, derrière, tout le monde était partant parce qu'il y a beaucoup de discussions un peu sous-jacentes qui ne sont pas forcément exprimées en public. Et puis, derrière, ça s'est noyé parce qu'il y a eu… il y a de la politique. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une détermination quand même des dirigeants, de ceux qui sont en position de gouvernance et d'intérêt par rapport à cette organisation. C'est ceux qui impulsent en fait l'état d'esprit dans lequel est pilotée l'entreprise ou l'organisation. Donc, c'est plus accessible pour des entreprises privées. Ouais. Entreprises privées de petite et moyenne taille, dans les grands groupes, ça ne marche pas, à l'échelle en tout cas, même si on l'a mis plusieurs fois dans des grands groupes, pour plein de raisons. Parce que peut-être que les grands groupes, c'est lié aussi à des phénomènes d'influence politique, que les décisionnaires ne sont pas forcément ceux que l'on croit qui sont en place.
Il y a ça, effectivement. Par exemple, je prends Danone, parce qu'on est intervenu chez Danone, c'est sûr que, on l'a bien vu, enfin, c'est un sujet que je connais bien, c'est sûr qu'on pourrait croire que le CEO a du pouvoir, mais il n'en est rien. Enfin, pour ceux Ouais. c'est la bourse, in fine, qui a le pouvoir. Et du coup, il y a ça, mais il y a aussi une autre chose qui est un phénomène culturel qui est complètement dingue. J'ai vu dans d'autres entreprises, hein, c'est vrai chez Michelin, c'est vrai chez Decathlon, c'est vrai partout. À chaque fois que tu as un manager qui fait des choses, holacratie ou autre chose, tu vois, j'en ai qu'un en tête, mais j'en ai plein. Ils font des choses, donc pendant des années, ils arrivent à responsabiliser, à faire des choses. Et puis à un moment donné, ils sont mutés, ils changent de fonction, ils sont remplacés par quelqu'un, et ce quelqu'un, eh bien, il fait exactement ce qu'il veut, et en moins de 6 mois, il écrase le truc. Pourquoi? Je me suis fait expliquer ça parce que c'est inconcevable. Pour moi, c'est nullissime. C'est nullissime. Et donc, en fait, parce qu'il y a cette espèce de croyance, ce mode de fonctionnement qui est que quand tu deviens manager dans ces grands groupes, et c'est vrai pour ceux que j'ai cités et d'autres que je n'ai pas cités, tu as ton bâton de maréchal. Et donc, il faut faire preuve de son autorité. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même ridicule parce que les gens capables d'aller sur le pouvoir constituant, c'est une nouvelle matière, ils n'ont pas les compétences, évidemment. Et puis c'est encore plus ridicule parce qu'on ne profite pas des best practices d'un service à l'autre, d'une entreprise à une autre, d'une filiale à une autre. Alors, merci beaucoup, Bernard-Marie, d'avoir partagé cette approche de l'holacratie avec nous. Et puis, on fera en sorte de te réinviter sur des cas concrets, parce que tu as évoqué qu'il y a des cas concrets. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on est resté sur des aspects généraux de l'holacratie, alors que tu interviens, et j'ai vu, je te suis, même si on ne se voit pas beaucoup. Je suis attentivement depuis des années la progression de ta structure, et j'ai vu avec quelle énergie formidable tu as développé des relations clients, des relations de confiance et de qualité. Donc, c'est ce qui fait que ça m'a toujours donné envie de t'interpeller. Et puis, la dernière fois, j'avais dit, ah, mais ça serait bien que tu viennes à un symposium. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et j'y pense tout le temps. Et donc, là, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, tiens, il y a un sujet, c'est son sujet. On va le partager ensemble. Merci beaucoup de cet échange. Et donc, je vais redonner maintenant la parole à Jérôme, qui piétine parce qu'il dit, mais attends, mais on a déjà mangé 7 minutes. Mais merci de ces témoignages. Merci Jean-Bruno, merci Henri, merci Jésus. Et donc, je donne la parole à Jérôme Messinguiral, qui est là. Je ne sais pas où tu es passé. Jérôme, tu es là. Je suis là, je suis visible, je suis à l'écran. Et je prends la parole pour l'actualité. L'actualité est un peu dense, donc on a 3 points à voir essentiels. Le premier point, c'est la mobilisation des organisations de la médiation professionnelle suite à la création du Conseil national de la médiation. Alors, il se trouve quand même que ce Conseil national de la mobilisation, il est censé encadrer la pratique des médiateurs, et en particulier des médiateurs judiciaires, parce qu'ils ne pourront pas aller au-delà, c'est sous le chapeautage du ministère de la Justice. Donc, des médiateurs judiciaires qui ont décidé, qui ont demandé à ce qu'il y ait un Conseil national de la médiation qui soit mis en place pour favoriser les bonnes pratiques et l'efficience des médiateurs. Sauf que, pour l'instant, dans la constitution de ce Conseil national, on ne sait pas encore trop qui sera dedans pour impulser les choses. En tout cas, les médiateurs professionnels aujourd'hui n'ont pas été sollicités. Donc, les 7 organisations de la médiation professionnelle ont décidé de se mobiliser et d'envoyer des courriers, chaque entité individuellement, au ministère de la Justice, au ministre de la Justice et le garde des Sceaux. Alors, ces 7 organisations sont la CPMN, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, qui est représentée par Henri Sandros-Mila, qui est le syndicat des médiateurs. Il y a l'EPMN, qui est l'école de formation des médiateurs professionnels. Il y a Via Médiation, qui est la structure partenariale entre les organisations privées publiques et les médiateurs professionnels. Et puis après, il y a d'autres organisations plus spécifiques, et je pense notamment au CMPJ, qui est le club des médiateurs professionnels judiciaires, et le CPMC, qui est le club des praticiens et des médiateurs de la consommation. Bien évidemment, la Société de la médiation professionnelle, qui est impliquée dans la médiation de la consommation, c'est elle aussi mobilisée. Et enfin, le CRESIR, qui est le centre de recherche en entente interpersonnelle et sociale et ingénierie relationnelle. Donc, ces 7 courriers sont en train d'être envoyés et nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des émissions de la portée de ces courriers et de ce qui va en ressortir. Alors ça, c'était le premier point de l'actu.
Oui, j'ai déjà passé un peu de temps, j'ai déjà passé 3 minutes dessus. Le deuxième point va être un peu plus court, c'est l'émission de la semaine prochaine. Alors, mercredi prochain à 12h30, on sera le 6 avril, on sera à 4 jours des élections présidentielles et on va parler du changement. Alors, le changement dans la continuité ou le changement tout court, on verra. Mais en tout cas, c'est la thématique de la semaine prochaine qui sera animée par Jean Bruno, qui est par ici. Voilà, Jean Bruno. Et il y aura des invités, mais pour l'instant, on ne les a pas tous dans Je les serai là. tablettes. Ah, il y aura Il ne faut pas Jean-Louis. changer, je serai là. Je serai là aussi d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y aura Il y aura d'autres aussi intervenants. il y aura aussi Walter Gilpin, il y aura aussi Béatrice Versevie et il y aura aussi Michel Thérain. Super. Bon, un plateau fourni la semaine prochaine. Ne la loupez pas. Il y aura un replay, mais si vous êtes bien là, il y aura peut-être des surprises. Troisième point, vous voyez qu'en même temps, je touche sur ma tablette qui est à hauteur. Troisième point, ça, c'est de l'actu, mais très, dans un court délai, puisque samedi prochain, une émission spéciale sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sur librement.tv. Donc, c'est une annexe de médiateur.tv, mais qui est dédiée justement à ce genre de prise de parole qui permettra aux représentants sociaux des Antilles et de la Guyane d'informer la population sur ce que vivent les populations locales et de diffuser des revendications ou des propositions pour améliorer la vie locale. Alors là aussi, il y a un certain nombre de participants et je vous invite à venir écouter et à partager avec eux, puisqu'on aura Élie Domota, qui fait partie du LKP, qui représentera le LKP ce jour-là, Gabi Clavier de l'UGT pour la Guadeloupe, Ivan Goua, qui est Trop Violence, Serge Haribo de l'UGT Martinique, deux docteurs, le docteur Fernand Doba Cholo et le docteur Alix Moulanier, et enfin un député, Jean-Philippe Nilor. Donc, vous voyez que le plateau est fourni pour parler des Antilles et de la Guyane sur tout ce qui est aspect social et sociétal. Ce sera animé par Jean-Louis, que vous voyez avec l'affiche derrière lui. Ça aura lieu à 14h, heure de métropole, 8h aux Antilles et je crois 7h en Guyane, si je ne me trompe pas dans le décalage horaire. 9h en Guyane. Et bien voilà, je me suis trompé. Pour vous inscrire, il n'y a pas besoin d'inscription en fait. Vous voyez derrière Jean-Louis, il y a un lien, il y a marqué 97.librement.tv. En cliquant sur ce lien, au moment où l'émission va commencer, vous pourrez vous connecter directement, sans aucun lien, sans aucune inscription, sans aucune perte de temps. Donc, conservez bien ce lien, 97.librement.tv. Et j'ai fait le tour de l'actualité, mais peut-être que Jean-Louis, tu veux rajouter quelque chose sur cette émission que je n'aurais peut-être pas encore dit. Non, c'est effectivement c'est une suite. C'est une suite, cette émission, d'une première émission qui avait été mise en place au mois de janvier avec les Martiniquais, Serge Haribo, avec Michael, un pompier, qui a Michael Golding, qui a fait un gros travail de mobilisation, de concertation, d'animation locale pour faire en sorte de faire entendre la parole citoyenne, qui n'est pas une parole agressive, parce qu'elle est souvent présentée comme étant une parole agressive. Donc j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Et moi, j'ai rencontré des gens qui sont tout à fait pacifiques, qui sont tout à fait posés et tout à fait accessibles au raisonnement et à la logique. Alors, on parle de gouvernance, on est en plein cœur de cette thématique. C'est comment veut-on, au XXIe siècle, que notre société soit gouvernée. Alors, on n'a pas mis les pieds dans le plat, je ne vais pas les mettre plus en avant, mais je dis que c'est quand même le cœur du sujet qui se pose en Guadeloupe, Guyane et Martinique, et puis qui se pose aussi en France avec les Gilets jaunes, par exemple, hein, quand il y a eu ces manifestations, ou alors quand il y a eu les manifestations des avocats par rapport à la prise de décision sur la transformation du système judiciaire. Sur la manière de se dire on va diffuser une médication
à la population, alors que c'est une médication qu'on sait bien qui est encore expérimentale. Et on voit bien que ce n'est pas sans conséquences. On sait bien que toutes les médications ont des conséquences et des effets secondaires, etc. Mais quand même, là, c'est quand même un peu rapide. Donc, il y a la gouvernance qui est en place. Est-elle plus éclairée qu'un ensemble de la population? La discussion, elle est d'aujourd'hui, au XXIe siècle, où les gens ne sont plus des esclaves, ne sont plus des incultes, qu'ils ont accès à beaucoup de connaissances. Il y a une capacité à participer réellement à des décisions, et surtout les décisions qui les concernent. C'est-à-dire, moi, que l'on plante un arbre en Nouvelle-Calédonie ou pas, ça ne me fait rien. Que l'on plante un arbre devant chez moi, ça peut faire quand même. Hein, surtout si c'est sur l'allée de mon jardin qui me permet d'arriver jusqu'à chez moi en passant la tondeuse. Donc voilà, c'est une décision qui me concerne. Que l'on plante, c'est vrai, je veux dire, que l'on plante une aiguille dans le bras de quelqu'un qui est à 10 000 km d'ici, même loin, ça ne me concerne pas vraiment. Mais que l'on dise qu'au nom du fait qu'on va lui planter une aiguille dans le bras, on va en planter une à moi aussi, c'est vrai que ça commence à me concerner là. Donc, je prétends participer aux décisions. Et donc, tout ce que demandent les Guadeloupéens, les Guyanais, les Martiniquais, c'est de participer aux décisions qui les concernent et de pouvoir s'exprimer et être entendu. Comme de toute évidence, ce qui a été fait en termes de médiation par le gouvernement n'a pas permis de faire entendre les leaders, n'a pas permis aux leaders et même à la population de se faire entendre. Pas du tout. Donc, le choix a été fait. J'ai pris cette décision de m'impliquer dans la possibilité de faire entendre ces paroles et de montrer que ces paroles n'ont rien du tout d'agressif. Elles sont pas, c'est pas des paroles marginales, c'est pas de l'incitation à la violence, c'est pas, je vois, il y a Domota et un procès qui va arriver dans peu de jours. Hein, je crois que c'est le 7 ou 7 ou le 8, je ne sais plus à quelle date exactement, il va être traduit en justice pour des faits de violence. Bon, je veux dire, d'où vient, je ne sais pas ce qu'il en est, quoique j'ai vu les vidéos, je n'ai pas vu où étaient les faits de violence de Domota, hein, mais je ne peux pas dire ce qu'il en peut en être de la décision judiciaire, qui pour moi va être un suspense, parce que c'est quand même assez bizarre, mais de fait, il faut voir d'où vient la provocation. Et la provocation amène souvent des comportements qui peuvent être des actes de violence. Oui, c'est vrai. Mais la provocation n'est-elle pas déjà un acte de violence? Quand on prétend imposer quelque chose à quelqu'un sans le concerter, n'est-ce pas déjà créer un contexte, un climat de violence? Donc, je pense qu'il y a nécessité, pour nous, les médiateurs professionnels, de participer à l'accompagnement de cette prise de parole citoyenne. Et c'est ce à quoi je souhaite participer. Et mes amis médiateurs professionnels, que ce soit Henri, Jésus, Jérôme, et puis tous les médiateurs professionnels sont bien d'accord avec ça, pour dire que c'est de la manière de conduire, de piloter un dialogue citoyen, d'accompagner un dialogue citoyen. Et c'est ce à quoi notre profession veut tendre, parce que c'est comme ça qu'on pourra bâtir de l'entente sociale. Non pas une entente sociale entre les citoyens et les gouvernants, parce que les gouvernants ne doivent être que les instruments de ce dialogue social, mais de piloter ça au sein de la société. Bien sûr que c'est important. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une adversité qui est créée par les gouvernants eux-mêmes et qui font classe, qui font groupe par rapport à la population. Et c'est notre rôle d'accompagner une rupture avec cette manière de faire. Donc je vous remercie.